Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Nos reporters Bastien Renouille et Élodie Cousin sont retournés à Khartoum, la capitale du Soudan, après la levée des sanctions américaines fin 2017. Tandis que les Soudanais ont subi pendant 20 ans l'embargo économique américain, facteur d'asphyxie pour l'économie, ils espèrent désormais voir changer en bien leur quotidien. En échange de la levée de l'embargo, le Soudan s'est engagé à travailler avec les services de renseignement américains, notamment en matière de lutte contre les groupes islamistes. Mais le régime, malgré sa volonté affichée de s'ouvrir au reste du monde, reste très critiqué pour les atteintes aux droits de l'homme et aux libertés. Reportage. Hôpital universitaire de Khartoum. Au programme ce matin, quelques opérations légères. Dans le service pédiatrique, Anmar observe la chirurgienne. À 23 ans, il a presque fini ses études. Il vient réviser avec les médecins avant son prochain examen. Depuis le mois d'octobre, un sujet de discussion revient régulièrement entre étudiants et docteurs. La levée des sanctions américaines, est-ce que ça a changé quelque chose jusqu'à présent? Non. Il n'y a pas eu de changement? Non, ça ne nous a pas encore affectés. On ne voit rien venir. Aucune amélioration. Seuls les cas les plus légers peuvent être traités ici. Le Soudan est sous-équipé pour soigner cancer et autres pathologies graves. Les malades doivent aller en Égypte ou dans les pays du Golfe. Une grande partie du matériel de pointe est fabriqué aux États-Unis. Depuis 1997, il était impossible d'en importer. Mais même les éléments les plus basiques viennent à manquer. Le matériel de suture, il n'est pas disponible? Non, et ce qu'on arrive à avoir, ce n'est pas la qualité dont on a besoin. Dans chaque salle, plusieurs étudiants assistent aux opérations. Après leurs études, très peu comptent rester au Soudan. Anmar n'échappe pas à la règle, il aimerait partir se former au Canada. En ce qui concerne les nouvelles technologies, les sociétés qui les fabriquent n'exportent pas au Soudan. C'est pour ça que beaucoup de médecins s'en vont. Et aussi, pour être honnête, nous avons beaucoup de problèmes financiers. Les salaires ne sont pas bons. Pour compenser l'absence de matériel de pointe, Anmar a créé une organisation. Après les cours, il prend un taxi et doit traverser Khartoum pour un rendez-vous avec des ingénieurs. La capitale, située à la jonction des deux Nils, est une immense agglomération de plus de 4 millions d'habitants. Cette ville est censée avoir une position stratégique, mais son potentiel reste jusqu'à présent sous-exploité. Ces tours auraient dû être terminées en 2014. Le gouvernement présentait ce quartier comme le Dubaï africain. Il y a de plus en plus d'immeubles en construction. Il y a aussi de nombreuses personnes qui veulent investir au Soudan. Surtout maintenant que les sanctions américaines ont été levées, mais il leur faut du temps. Régulièrement, Anmar se rend à l'Impact Hub de Khartoum, l'un des quelques espaces de travail partagés de la capitale. Faute d'investisseurs venus de l'étranger, les jeunes Soudanais doivent développer leur propre technologie. Le futur docteur a créé la communauté soudanaise de l'innovation médicale. Aujourd'hui, il vient prendre des nouvelles d'un projet prometteur. On continue les essais. Maintenant, on attend d'avoir la licence pour pouvoir le lancer sur le marché. Dans cette boîte en carton, un test de dépistage du paludisme. Il faut commencer par le brancher à une batterie portable de 5 volts. Et maintenant,
Le laser est en train de passer à travers le doigt. Il détecte ensuite quel type de parasite infecte le patient grâce à une technologie peu coûteuse, facilement trouvable sur Internet, mais difficile d'accès à cause de l'embargo. Ce n'était pas possible de le faire livrer au Soudan. Donc nous l'avons fait envoyer en Égypte. J'ai dû y aller moi-même pour le ramener. C'est le plus gros problème que nous ayons dû affronter. Anmar est le premier à vouloir développer des technologies médicales au Soudan. Selon lui, il faut se regrouper pour progresser. De nombreuses communautés sont en train d'être constituées ici au Soudan. Les communautés locales sont très importantes pour permettre des avancées. Elles apporteront nos propres solutions à nos propres problèmes. Des efforts motivés par 20 ans d'embargo américain. Si l'administration Obama était à l'initiative de la levée des sanctions, c'est bien celle de Donald Trump qui les a définitivement abandonnés. Pour en arriver là, le gouvernement soudanais a dû longuement négocier. La situation, intenable pour le pays, ne pouvait plus durer. L'économie du Soudan ne fonctionne pas de manière conventionnelle. Elle est devenue une sorte d'économie parallèle. Et à cause de cet embargo, le Soudan a subi de lourdes pertes, environ 500 milliards de dollars. Une époque révolue selon le ministre, les investissements devraient arriver au cours des prochains mois. La première chose qui va attirer les investissements, ce sont les ressources abandonnées du Soudan, et en particulier nos ressources agricoles. Nous avons plus de 800 000 km² qui sont cultivables, et jusqu'à présent, seuls 25% ont été exploités. Un espoir d'embellie pour le gouvernement que ne constatent pas les Soudanais. En quelques mois, la valeur de la monnaie locale a fortement chuté. Le prix du pain et d'autres denrées de base a quant à lui doublé. De quoi déclencher des manifestations dans plusieurs villes du pays. Ces images, seuls les participants peuvent les filmer. 15 journalistes qui avaient tenté de couvrir les événements ont été arrêtés. Des manifestations réprimées au cours desquelles au moins 3 personnes ont été tuées et nombre d'opposants emprisonnés. Les adversaires politiques, indésirables, parviennent tout de même à exister. Lors de cette fête en l'honneur d'un chef religieux, dans un quartier acquis à l'opposition, certains leaders n'hésitent pas à se montrer. Cet homme, fusil à la main, est bien connu du régime. Il est membre du bureau politique du Parti de l'Union démocratique originelle, un parti d'opposition. Le soir venu, tout le quartier se donne rendez-vous à la mosquée. S'il vient officiellement pour prier, c'est aussi ici qu'Ahmed vient planifier la manifestation qui doit avoir lieu le lendemain. Autrefois, la mosquée accueillait les grandes figures du régime. Opposants et gouvernants échangeaient sur la politique du pays. Ils ont toujours honoré leurs obligations sociales. Avant, nos vies étaient normales. Qu'il y ait un événement heureux ou malheureux, ils venaient toujours. Monsieur le président Omar al-Bashir nous a rendu visite 10, 15, peut-être 20 fois. Maintenant, ils ne nous rendent plus visite. Cela fait très longtemps que nous ne les avons pas vus. Et nous-mêmes n'allons pas les voir.
La grande manifestation prévue le lendemain matin est finalement annulée. La sécurité avait été mise au courant. Les risques d'arrestation étaient bien trop élevés. Nous retrouvons Ahmed chez lui. Contrairement à d'autres leaders politiques, sa maison n'est en ce moment pas sous surveillance. S'il a déjà séjourné plusieurs fois en prison, il n'a pas toujours été dans l'opposition. Ça, ce sont mes camarades de l'armée. Je suis au milieu. On a été formés en Égypte et au Soudan. On était prêt à défendre la nation tout entière grâce à Dieu. Ce qui l'irrite le plus en ce moment, c'est l'évolution du coût de la vie. Pour nous, on ne peut pas parler d'économie. Les puissants s'arrangent pour que leur vie soit simple et agréable, mais pas pour que le pays aille bien. On a vu pendant les printemps arabes des leaders très bien installés partir en quelques secondes. Ça serait mieux pour eux qu'ils corrigent leurs erreurs. Des menaces que très peu osent formuler publiquement. Pour les jeunes, la solution ne vient pas forcément d'une révolution ou de l'adhésion à un parti politique. Aya vient régulièrement dans ce café branché de la capitale, un endroit à part où elle peut sentir la société changer. La résistance ne doit pas toujours être agressive. Elle peut être organisée, comme ici par exemple. Cet endroit est un sanctuaire face aux restrictions. Au cours des dernières années, les réseaux sociaux ont créé une brèche. La liberté d'expression y est plus importante. Sur Twitter par exemple, un ami d'Aya parle d'une connaissance arrêtée. Impossible de tenir un tel discours ailleurs. Vous seriez arrêté aussi, car vous inciteriez les gens à causer le chaos, à perturber l'ordre public. Aya quitte le café pour partir en direction d'un atelier d'écriture. Plusieurs fois par mois, elle participe aux rencontres de l'association Naswiz Notepads. En français, des gens avec des blocs-notes. Plusieurs centaines de personnes sont membres du groupe. Apolitique, il permet à ses membres de s'exprimer sur des sujets divers, sans avoir besoin de masquer leurs pensées. À chaque atelier, son thème. On va parler de l'histoire en général, de nos ancêtres africains. Leur héritage, les traditions, la fierté d'être africain. Vous allez commencer à écrire, juste écrire. Cela ne fait rien si ça ne veut rien dire. Au fil des exercices, la parole se libère. Les jeunes poètes écrivent, échangent leurs textes et les lisent. Respecte-toi avant toute chose et remémore ton passé. Tu es ton propre livre d'histoire. Alors laisse tes mots rayonner. C'était vraiment bien. Les ateliers engendrent parfois des discussions très sérieuses. Je ne peux pas être fière d'être soudanaise. Cela représente trop de choses. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Dans une ville où il y a peu d'activités pour les jeunes, le côté ludique est primordial, mais chacun vient aussi y chercher quelque chose de plus profond. Cela donne l'opportunité de s'exprimer, d'aller chercher dans la partie créative de vous-même que vous n'avez pas l'habitude d'explorer. La communauté, les gens dans la foule qui écoutent les poèmes, peu importe à quel point ils sont en désaccord avec ce qui est dit, ils ne réagiront pas. Si l'association existe librement depuis 6 ans, c'est qu'elle ne revendique aucune idéologie politique. Mais tous pensent que le nombre croissant de poètes permettra une parole plus libre. En attendant une ouverture économique qui tarde à arriver, beaucoup espèrent voir les prémices d'une ouverture sociétale. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.
Retour sur le plateau de Code 24. Depuis décembre 2017, les vols ont repris entre la France et le désert mauritanien. Après des années d'absence, des centaines de touristes reviennent dans le pays à la découverte de ses dunes immenses et de son superbe patrimoine comme Chinguetti, autoproclamée 7e ville sainte de l'islam. Une aubaine économique, mais aussi un test pour Nouakchott qui cherche à se démarquer de ses voisins empêtrés dans la lutte contre le terrorisme. Reportage de Mehdi Medeb et Stéphane Koenig. L'aéroport d'Attar, au milieu du désert. Les avions commerciaux se posent de nouveau après 10 ans d'absence. À son bord, près de 150 Européens et déjà les premiers instants à immortaliser aux portes du Sahara. À la descente d'avion, un comité d'accueil, le même chaque semaine. Le gouverneur en personne vient saluer les nouveaux touristes ou en revoir certains, heureux de pouvoir revenir. Oui, 8 ans. 8 ans, oui. Très content. On est content. Les Mauritaniens reconnaissant envers les touristes qui redécouvrent une région longtemps inaccessible. C'est la première fois que je suis en Mauritanie. Ce groupe de randonneurs vient pour un trek dans le désert. Voilà, vous êtes avec une équipe de 6 mètres. Un défi sécuritaire pour les autorités, éviter le moindre incident pour ne pas revivre les années noires dont sort à peine la Mauritanie. Cette zone a été le théâtre d'attaques meurtrières. 2007, 4 touristes français sont assassinés à Alleg. Cela suffit à l'Occident pour mettre la Mauritanie en zone rouge. Cette partie du Sahara est alors bannie, les tours opérateurs n'étant plus assurés pour travailler. Du jour au lendemain, le tourisme s'effondre. Mais depuis 8 ans, le pays n'a plus connu d'attentats. Les sites les plus touristiques comme Ouadan et Chinguetti sont depuis sécurisés. Le voyage commence par un arrêt obligé. Des dunes à perte de vue. Depuis des années, cet amoureux du Sahara rêvait de venir ici et de découvrir une région qu'il ne connaissait pas encore. Ça vaut le coup de braver les recommandations parfois, parce que aller voir de si beaux paysages, eh bien, d'ailleurs on en oublie tous les dangers. Première nuit à la Belle Étoile. Les chameliers s'activent avant le début de la randonnée. Les voyageurs, eux, prennent des forces avant une journée qui s'annonce sportive. La plupart foulent pour la première fois cet immense désert. Et aucun ne se sent menacé à l'image de ce Belge flamand. La plupart de mes proches étaient un peu inquiets, notamment à cause de l'existence des groupes djihadistes dans le désert du Sahara, et ceci depuis une dizaine d'années. Je me suis informé, et je vois sur le site internet de la diplomatie belge, que la zone de la Mauritanie où nous nous promenons actuellement est en sécurité. La compagnie d'assurance qui me prend en charge m'a affirmé que je suis complètement couvert et qu'il n'y a aucun problème. Faire en sorte que tous repartent avec une image féerique de cette mer de sable. Les organisateurs mauritaniens feront tout pour garantir le bien-être de ces Occidentaux en manque de grands espaces. Les moyens sont là, un dromadaire ou presque pour chaque voyageur. Une logistique à toute épreuve, après une longue parenthèse sans touristes. Magnifique, des étendues splendides. C'est vraiment très agréable. 200 km en 15 jours de marche les attendent. Aucune ombre à l'horizon, il est midi et il faut se protéger de la chaleur et du vent.
Pour certains comme Yvan, la réouverture du Sahara mauritanien est une opportunité à ne pas manquer. La chose la plus difficile, c'est rassurer le public français concernant ce qui est en train de ce qui se déroule en Mauritanie. Donc à l'heure actuelle, nous on considère qu'il n'y a aucun souci pour envoyer des jeunes Français dans le cadre de nos séjours ici. Touristes et professionnels sont donc sur la même ligne. Voyager en toute sécurité dans l'est de la Mauritanie. Un pari risqué. La zone à surveiller fait 2 fois la France. Chaque jour, 3 avions militaires mauritaniens quadrillent la région, à l'affût du moindre groupe suspect. L'armée dispose de matériel ultra performant depuis 2011. Leurs caméras infrarouges sont suffisamment précises pour identifier hommes et véhicules. Elles peuvent ainsi donner l'alerte et prévenir les équipes au sol. Sur le terrain, ce sont ces brigades d'intervention rapide qui agissent. L'armée veut ainsi nous montrer, au cours de cet exercice, qu'elle a repris la main face aux groupes terroristes. La Mauritanie quand même a adopté une stratégie globale, aussi bien au niveau politique, juridique, militaire, social. Et il y a eu de campagnes de sensibilisation au niveau des autorités religieuses. Il y a eu des repentances, donc des djihadistes qui sont repentis. Il y a eu aussi une réorganisation des forces armées. Et depuis 2010, aucune menace, aucune attaque terroriste n'a pu se concrétiser sur le territoire national. L'armée mauritanienne était en lambeaux il y a encore 10 ans. Depuis, elle n'a cessé d'investir, recruter, s'équiper. C'est ici en 2005, sur la base de l'Emraïti, près de la frontière malienne, que les militaires ont vécu leur première grande défaite. 15 de ces hommes furent abattus par Al-Qaïda. Mais aujourd'hui, Nouakchott a pris sa revanche sur les terroristes. En bordure de zone rouge, Ouadane. L'ancien haut lieu du commerce transsaharien, de nouveau discrètement protégé. Les militaires veillent, pour autant ces ruelles étroites et fantomatiques n'ont pas retrouvé l'affluence touristique du mi-temps des années 2000. Là, on passe à côté de la mosquée. La mosquée de Chinguetti, l'autre joyau architectural, retrouve ses visiteurs. Comme Ouadane, la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses habitants peuvent de nouveau commercer avec les touristes. Depuis 4 mois et la reprise des vols avec la France, 1 millier de voyageurs ont pu revoir Chinguetti, considérée comme la 7e ville sainte de l'islam. Aller à Chinguetti, oui, c'est comme aller à Tombouctou, aller à Gao, aller à Agadez, aller à Kérouan, ce sont des grandes villes de l'islam. Donc oui, un moment important. Derrière ces portes se cache le patrimoine de Chinguetti, longtemps inaccessible pour le public occidental. Cet homme est l'un des derniers gardiens de manuscrits islamiques. Ça, c'est un livre qui a perdu malheureusement sa couverture. Pour la date, on ne connaît pas. Dans ces simples cartons reposent des trésors de savoir, scientifiques, juridiques ou religieux. Un patrimoine en péril qui ne tient qu'au courage de ce conservateur érudit. La fameuse UNESCO nous promet, mais jusqu'à présent, que des promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui l'entendent, c'est dommage. Le plus ancien Coran en Afrique de l'Ouest, il remonte à l'année 1000 ère chrétienne. C'est le plus vieux, bien sûr. Le protecteur de ces textes s'alarme pour la région malgré la reprise du tourisme.
comme la bougie qu'ils font pour éclairer aux autres. Quand il y avait un exode massif, toutes les familles ont quitté Chinguitie sauf les collecteurs de livres. Ils sont restés côte à côte à préserver ce patrimoine. Il faudra les motiver. Sinon, ils seront comme les talibans. Les talibans, c'était des sages avec des tablettes. Ils ont laissé la tablette, ils ont pris le fusil. Parce que prendre un fusil d'après eux, c'était plus avantageux. La partie ne semble pas gagnée. L'Est mauritanien est encore fragile. Autrefois pourvoyeur de milliers d'emplois, le secteur touristique a dû repartir de presque zéro. Les hommes du désert ont particulièrement été affectés. Ce nomade, ancien chamelier pour touristes, vivait exclusivement de leur argent. Ils sont des milliers comme Fadili à avoir perdu un emploi. Des milliers comme lui à ne pas encore profiter du redémarrage d'un secteur vital pour une région durement touchée par la pauvreté. On travaillait avec un professionnel du tourisme. Mais quand ça marche pas, on va en ville chercher du boulot ou des clients. Parfois ça marche, parfois non. Des fois on retourne en ville pour trouver du travail, faire de l'élevage ou de l'agriculture. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de travail. Équation compliquée pour cette zone reculée de la Mauritanie. Mis à part les minerais, le tourisme est la seule ressource de la région. Elle en est encore trop dépendante. En attendant, pour les miraculés du tourisme, on savoure cette première saison qui aura vu la Mauritanie s'ouvrir de nouveau au monde. Ces retrouvailles avec toi, cher Ali, me font un grand plaisir. Tout ce temps, j'étais souvent dans mon village natal. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu ici. Les activités touristiques me manquaient, la région est belle, et le tourisme, ça nous réunit. Et ça reprend doucement. Mais ça faisait 10 ans. 10 ans. Cette partie de la Mauritanie a retrouvé sa tranquillité. Mais pour combien de temps encore ? Pour l'heure, rien ne saurait perturber ces rituels. Autour d'un thé, d'une prière ou d'une chanson. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Voilà plusieurs semaines que des manifestations d'ampleur font trembler l'Irak. Ces rassemblements ont commencé dans le sud et se sont ensuite étendus au reste du pays. La province de Bassora produit 70% du pétrole irakien. Malgré cette richesse, ses habitants n'ont pas accès aux services publics de base tels que l'eau courante, l'électricité et la gestion des déchets. La rue accuse les autorités de corruption généralisée et exige des changements radicaux après avoir enduré 4 ans de guerre contre l'organisation État islamique. C'est un reportage de Simona Fotlin et Oriane Vertier. Les ports de Bassora sont une ligne de vie pour l'économie irakienne. Chaque jour, des dizaines de milliers de tonnes de marchandises sont déchargées sur ces quais et plus de 3 millions de barils de pétrole prennent la mer en direction du monde entier. De nombreux investisseurs étrangers se sont installés ici, parmi eux des compagnies maritimes françaises et italiennes. Un port qui atteint le point de saturation, sa direction travaille sur un projet d'expansion. Notre port est en constant développement.
Nous mettons en place des projets d'investissement en partenariat avec des entreprises étrangères. Et tout ça a un impact positif direct sur le nombre de transactions réalisées ici. Et surtout sur les revenus générés par le port de Bassora. Tout le pays en ressent les bénéfices, et jusqu'au ministère des Finances. L'activité de Bassora injecte chaque jour des millions de dollars dans les coffres de l'État. Mais seule une infime partie de cette somme finit par retomber dans la province et ses 2,5 millions d'habitants. Non loin du port, près de la ville de Zubair, les compagnies pétrolières empiètent peu à peu sur les terrains d'Ali. Il y a quelques semaines, le gouvernement a demandé à ce producteur de tomates de quitter ses terres en échange de 25 000 €, l'équivalent pour cet agriculteur de 2 ans de travail. La somme qu'il me propose ne me permettra pas d'acheter un terrain agricole similaire. Cela coûte cher et leur offre de compensation est trop basse. Le ministère du Pétrole est propriétaire des terres. Ali n'a donc pas le droit de faire appel pour éviter l'expulsion. Toutes ces terres sont utilisées pour le pétrole. Toutes. Et il y a beaucoup de compagnies étrangères qui les exploitent. Le secteur pétrolier n'offre que très peu d'emplois aux travailleurs locaux et a des impacts dévastateurs sur la communauté. Les émanations de pétrole tuent tout ce qui pousse. Quand il y a du vent, les fumées sont rabattues au sol et ça fait mourir les plantes. C'est très nocif pour notre agriculture. Ce n'est pas bien. Début juillet, dans le sud de l'Irak, le mécontentement de la population quant au manque de services et de travail a entraîné de nombreuses manifestations. Le gouvernement a déployé un dispositif militaire pour réprimer ces rassemblements, faisant au moins 3 morts et des dizaines de blessés. Parmi eux, Ahmad, 13 ans, il a reçu une balle dans la jambe. L'armée nous tirait dessus avec des fusils. Lorsque j'ai reçu une balle, j'ai crié et d'autres garçons sont venus me porter et m'ont ramené à la maison. Quand le père d'Ahmed a amené son fils à l'hôpital public, on l'a renvoyé. La famille a donc été obligée de payer un médecin privé pour soigner la blessure de l'adolescent. Ils étaient tous très occupés avec tous les blessés qu'il y a en ce moment. Alors ils m'ont dit de partir et d'emmener mon fils avec moi. L'utilisation de la force par le gouvernement n'a fait qu'alimenter la colère des protestataires. Le frère d'Ahmed continue de manifester. Je me bats pour l'eau courante, l'électricité, pour avoir du travail. Mais le gouvernement ne nous écoute pas. Les compagnies étrangères, elles, gagnent de l'argent. Nous, on reste sur le bord de la route. Tous les jours, on va au marché pour trouver du boulot. Mais je le jure sur l'imam Abbas, il n'y a jamais rien. Ces dernières années, les Irakiens sont souvent descendus dans la rue avec des doléances similaires. Mais cette année, les manifestations se succèdent et prennent une nouvelle ampleur. Adnan est l'un des meneurs du mouvement. Il refuse de s'arrêter en échange de simples promesses. Les chefs des partis politiques viennent s'exprimer à la télévision, les uns après les autres. Ils ont admis leur échec. Ils ont présenté leurs excuses au peuple. Mais tout ça n'est pas suffisant. De simples paroles ne leur éviteront pas d'être punis pour ce qu'ils ont fait. Nous, ce que nous voulons, c'est changer le système. Pour l'heure, l'élite irakienne refuse de quitter le pouvoir. Non, on ne peut pas remplacer le gouvernement. Nous avons été élus démocratiquement. Nous n'avons pas été mis en place par un coup d'État, mais par une élection. Et c'est seulement le vote qui pourra nous faire partir. Pour le gouverneur, le manque de financement est une conséquence de la guerre contre l'organisation État islamique et la responsabilité du gouvernement central de Bagdad. Depuis que j'ai pris mes fonctions, il y a 11 mois, le gouvernorat de Bassora n'a reçu aucun financement de Bagdad. Je ne peux pas accuser le gouvernement central, mais sans argent, nous n'allons pas pouvoir développer Bassora. Pour calmer la colère de la rue, Bagdad a promis d'allouer 3 milliards d'euros au développement des infrastructures et des services à Bassora. Mais la province n'a pour l'instant rien reçu. Sans une restructuration complète du système politique, beaucoup craignent que cet argent ne disparaisse à nouveau dans les poches d'autorités corrompues et avec lui, l'espoir d'une vie meilleure. Au Mexique, environ 7% de la population parle une langue indigène et plus de 8500 indigènes non hispanophones sont actuellement en prison pour des crimes qu'ils affirment ne pas avoir commis. Erreurs et imprécisions dans les actes de justice, manque de traducteurs, incompréhension des rouages du système judiciaire. Autant de facteurs qui rendent donc ces groupes ethniques particulièrement vulnérables.
Nos correspondants, Laurence Cuvillier et Mathieu Commun, se sont rendus dans l'État de Oaxaca. Voici leur reportage. Audience dans un tribunal de l'État de Oaxaca. Cet homme écoute un vocabulaire juridique qu'il ne comprend pas. Señor Carlos Ignacio, le pregunto usted, ¿habla alguna lengua indígena? Sí. De quoi sont-ils accusés? Qui les accuse? Quelles sont les preuves contre eux? Bien souvent, les indigènes se retrouvent dans l'incapacité de comprendre ce qui se passe à leur propre procès. Prison de Juquila. Marcelino, un jeune mixtèque, nous invite dans sa cellule. Ça, c'est mon cahier de cours. Je prends des leçons d'espagnol depuis que je suis ici. Mais il y a encore quelques mots que je ne prononce pas bien. Marcelino ne comprenait que vaguement l'espagnol quand il a été arrêté en mai 2009. Il marchait vers la ferme où il travaillait comme ouvrier agricole. Quelques minutes plus tôt, un homme avait été assassiné par balle dans un quartier proche. Des policiers le menottent sans explication et l'emmènent au commissariat, où il affirme avoir été torturé pendant de longues heures. Pendant qu'il me frappait, les policiers me disaient « Ok connard, tu vas nous donner 60 000 pesos et on fera comme si rien ne s'était passé. On te laissera partir. » 60 000 pesos, l'équivalent de 3 000 euros, inabordable pour la plupart des indigènes qui souffrent d'une forte exclusion sociale au Mexique. Après tous ces coups, j'étais mort de peur, je ne savais plus quoi faire. Alors j'ai commencé à dire oui à tout. Les policiers lui tendent un papier, de faux aveux rédigés à la va-vite. Il me disait « Allez vite, signe ». Je n'ai eu le temps de rien voir, je n'ai pas pu lire. Je savais à peine lire à l'époque. J'ai beaucoup d'amis codétenus qui sont arrivés ici parce qu'ils ne savaient pas parler espagnol. Ils n'ont jamais reçu l'aide d'un interprète. Moi, je n'ai pas eu d'interprète au moment de ma garde à vue, ni pendant mon procès, même pas d'avocat, rien. Bienvenue dans le Oaxaca, un État mosaïque où 32% de la population parle une langue indigène. Triqui, Mixtèque, Zapotèque ou Chatino. Depuis la capitale, l'association Cepiadet tente de pallier le grave manque d'interprètes dans la région. La majorité des gens qui travaillent ici parlent une langue indigène. On couvre environ 70% des 176 variantes de langue précolombienne de l'État. Gerardo est avocat au Cepiadet. Il a récemment repris le cas de Marcelino. Au vu des irrégularités qu'il a détectées dans le dossier, il espère pouvoir obtenir un non-lieu. Marcelino a dit aux agents qu'il ne savait ni lire ni écrire. Les policiers ont rédigé une fausse déclaration et il conclut en écrivant qu'après l'avoir relue, Marcelino la valide et la signe. La torture et l'extorsion sont des pratiques encore courantes dans les commissariats mexicains. Pourquoi il les torture? Tout simplement parce que dans le dossier, tout se base sur les aveux de la personne indigène. Il s'arrange pour qu'elle se déclare coupable, et voilà, l'affaire est classée. Bien souvent, les indigènes servent de bouc émissaire. La présence d'un interprète est obligatoire dans les procès. Même si elle est de plus en plus respectée, il existe encore de graves lacunes. Pour une raison très simple, les interprètes ne sont souvent pas payés. Gerardo Carmona est juge, il cautionne ce système. Nous le savons bien, l'État de Oaxaca n'a pas le budget nécessaire pour rémunérer les interprètes. C'est l'État fédéral qui décide de nos budgets. Alors certains interprètes ont une sorte de vocation pour la justice et ils sont contents de faire de l'interprétariat. Ils ne voient pas ça comme un travail, mais plutôt dans leur éthique personnelle, comme un service gratuit qu'ils rendent volontiers à leur communauté. L'État invite donc les interprètes volontaires à participer aux audiences, comme s'il s'agissait d'un hobby. Francesca ne l'entend pas de cette oreille. Francesca est interprète depuis 20 ans. Elle fait ce travail par amour pour les siens, mais doit parfois attendre 6 mois pour obtenir un simple remboursement de ses frais de déplacement. Parfois, j'assiste à des audiences dans la ville de Oaxaca. C'est à 12 heures de bus d'ici. Et quand j'arrive sur place, les plaignants ne sont pas là, ou alors l'avocat n'arrive pas.
alors l'audience est annulée. On sent que parfois il manque de sérieux. La lutte pour la justice devient difficile sans budget. La famille de Marcelino ne le sait que trop bien. Sa mère et sa sœur vivent dans une pauvreté extrême. Elles se sont retrouvées désemparées quand Marcelino a été condamné à 30 ans de prison après une simple audience expéditive. Ma mère a vendu un lopin de terre qui appartenait à mon frère pour payer l'avocat. Mais juste après, il a disparu. Il a pris l'argent et il est parti. 20 000 pesos. Ce lopin de terre, c'était tout ce qu'on pouvait vendre. Edith et Théodora n'ont pas vu Marcelino depuis plus de 8 ans. À plusieurs heures de route de là, le jeune homme continue de travailler pour préparer sa libération. Je garde l'espoir de sortir bientôt et de m'intégrer à la société. Je voudrais mettre en pratique tout ce que j'ai appris ici. Je sais faire des hamacs, des sacs artisanaux. Je me sens mieux désormais, parce que je sais que je n'ai rien fait. Et beaucoup de gens me soutiennent et me croient. Depuis 2 ans, un nouveau système pénal permet de mieux contrôler la présence et le travail des interprètes dans les audiences. Un espoir pour de nombreux indigènes qui s'étaient retrouvés seuls face à une justice qui ne parlait pas leur langue. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Côte 24, la route des Grandes Alpes avec ses 16 cols et ses 684 km relie Thonon-les-Bains en Haute-Savoie à Menton dans les Alpes-Maritimes. Paradis des motards, elle est dotée des fameux refuges Napoléon qui servent à accueillir les visiteurs de passage, mais aussi habitée par des amoureux de la montagne, agriculteurs, éleveurs ou spécialistes du bois. À Briançon, on rénove même des bâtiments militaires pour en faire des logements dotés d'une vue à couper le souffle. Reportage. La route des Grandes Alpes, avec ses 16 cols et ses 684 km, relie Thonon-les-Bains en Haute-Savoie à Menton dans les Alpes-Maritimes. À travers les alpages, partons à la rencontre de ceux qui vivent et travaillent sur cette route. Première étape, le Beaufortin, en Savoie. Belvédère remarquable sur le massif du Mont-Blanc et paradis des randonneurs. On a fait ses lacets, on passe le roc du Bouillet, le chalet qui est derrière nous là. Et voilà, et nous on va aller au 5 lacs de la Forclaz. Ça va dépendre de ce que l'on va pouvoir grimper. Il y a tellement à faire dans le Beaufortin. Voilà, c'est beau, magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment beau. Nous on découvre le massif, on ne connaissait pas ce massif là. On va voir ça. Regarde, il est tombé sur un 2 km. Objectif de la randonnée, le barrage hydroélectrique de Roselande. 150 mètres de haut. Sa construction en 1955 avait fait scandale. Une des pièces maîtresses de l'équipement du bassin de l'Isère, le barrage de Roselande, double barrage puisqu'il se compose d'un ouvrage du type voûte surmonté d'un autre à contrefort, soit 145 mètres de hauteur, s'achève alors que la première mise en eau vient d'avoir lieu. L'édification de l'ouvrage entraîne la submersion du village de Roselande. La chapelle Sainte-Marie-Madeleine en est un vestige. Lieu de passage, mais pas seulement. Partons à la rencontre des petits métiers de la route des Alpes. Olivier a installé ses vaches au bord de la route. Une vue hors du commun, qui est peut-être l'ingrédient secret du trésor local. C'est du lait qui est destiné à la production du reblochon. Chaque fromage nécessite 4 litres de lait. Pour lait des Alpes. Pour évoluer à travers les alpages, Olivier a choisi une race locale, les Tarines. C'est une bête très très rustique. Elle orne toute la route des Grandes Alpes parce qu'il y en a un peu partout. Voilà. Un peu plus loin sur la route, Jean-François a aussi choisi de travailler au plus près des paysages alpins. C'est-à-dire que si on reste assis, on ne gagne rien du tout. Employé d'une scierie, il déplace des troncs de 450 kg pour les tailler. Un métier autrefois dangereux.
vous dis, maintenant, on touche pas un bout de bois dans une scierie. C'est automatisé. La bille, elle part sur une chaîne. Il y a une grue, c'est tout automatique. Après le col de l'Iseran, le paysage change. La Méditerranée n'est plus très loin. Paradis des motards, la route est jalonnée par des relais routiers intimement liés à l'histoire de la région, les refuges Napoléon. C'est des legs de Napoléon Ier qui ont été mis en place par Napoléon III pour remercier la population des Alpes quand les troupes napoléoniennes sont revenues de la campagne d'Italie. Napoléon avait été particulièrement touché par la gentillesse des habitants de la région. Notre balade s'achève à Briançon et sa célèbre cité Vauban. Cette forteresse militaire, qui règne sur 5 vallées, date du XVIIe siècle. Simon Libérel est né ici, il connaît très bien sa région. Il faut que je vous montre la ville de Briançon qui prend toute sa dimension. Donc on voit bien qu'il y a la vallée de Serre-Chevalier qui est là, qui va vers Grenoble, vers la Savoie. La vallée de la Durance qui descend après vers Marseille, Gap. On est tellement loin du monde ici, on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver. C'est un peu c'est pour ça que ça fait vraiment plaisir d'habiter ici et qu'on a l'impression de rien craindre en fait. On est entouré par ces montagnes, on est enfermé là-dedans. Enfermé peut-être, mais avec un point de vue hors du commun. De quoi donner à Simon et ses amis l'envie de restaurer le patrimoine de cette région exceptionnelle. C'est vous qui faites tout là ? Ouais, on a fait appel à personne pour l'instant. Leur objectif ? Sauver de la ruine ce bâtiment militaire de 1500 mètres carrés. Là, effectivement, le site est tellement impressionnant et tellement beau que tout de suite on s'y attache. Dès le début, on est arrivé et ça nous a plu. On a vu que c'était un des endroits où on pouvait vivre. C'est sans doute ce qui fait le charme unique de la route des Grandes Alpes. Une harmonie préservée entre les hommes et la nature qui les entoure. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.